Bonjour et bienvenue dans notre podcast DACA de l'association Mobitic. Aujourd'hui, nous explorons les concepts qui façonnent notre société. Je m'appelle Abdelatif Koban tout d'abord et aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un univers fascinant où l'intelligence artificielle rencontre la théorie de jeu. On verra comment ces deux disciplines se complètent-ils, quels sont leurs impacts sur l'économie, la santé ou encore l'éducation, et surtout, quelles opportunités offrent-ils dans un pays comme notre pays, le Maroc. Ce sont quelques-unes des questions que nous allons explorer aujourd'hui avec le professeur Hamidou Tambine, que j'ai l'immense plaisir de l'accueillir aujourd'hui. C'est un professeur d'intelligence artificielle et de théorie de jeu au sein de l'université Trois-Rivières au Canada, expert en intelligence artificielle, en théorie de jeu. Il a publié plusieurs travaux sur le sujet et son expérience dans ce domaine est une véritable mine d'or. En plus de ces travaux remarquables, pourquoi on l'a rencontré aujourd'hui? Parce qu'il est au Maroc, il anime une école d'hiver pour la 6e édition dédiée GPT et théorie de jeu. On va revenir là-dessus dans les différentes discussions avec notre invité. Et pour commencer, j'aimerais bien vous poser, professeur Hamidou Tambine, d'abord je vous souhaite la bienvenue et j'aimerais bien vous poser la première question. Comment définiriez-vous l'intelligence artificielle de manière simple pour un grand public? Merci, professeur Koban, pour l'invitation ici au Maroc. Ça fait une dizaine d'années que nous faisons ces écoles d'hiver et d'été, et donc je suis très honoré de revenir et très content de retrouver tous les amis. Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil et merci pour l'organisation de ces écoles d'hiver et d'été ici à l'ENCA, Saraba, mais aussi avec les autres collègues à Kenitra, à Casablanca, à Oudjaz. Donc ça fait 12 ans, ou peut-être même un peu plus, qu'on fait ces écoles. Et l'école porte sur la théorie des jeux, sur l'apprentissage et dernièrement sur l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est pour le grand public, ça n'a pas les mêmes connotations que pour les techniciens. Donc pour le grand public, l'intelligence artificielle, ça serait une super machine qui est capable de répondre à toutes les questions et qui fait toutes les tâches et qui les fait bien. C'est un super-héros donc qui fait beaucoup de choses et qui est très bien dans beaucoup de choses. Ça serait ça pour le grand public. Alors que pour les techniciens, il va falloir faufiner, définir les termes. D'abord, c'est quoi une intelligence qui porte à discussion, qui n'est pas très claire. Et ensuite, pourquoi les mots artificiels, etc. Et nous, on a commencé par définir certains de ces termes, des termes que nous comprenons. Donc, nous appelons plutôt l'intelligence machine, parce qu'on parle plutôt des machines qui feront des tâches, des machines qui feront des algorithmes. Et donc, l'intelligence artificielle, pour le grand public, serait la super machine, mais l'intelligence machine, elle, par contre, est basée sur des termes très précis comme l'apprentissage machine, l'apprentissage automatique, etc., et des algorithmes d'apprentissage en profondeur qui feront de l'intelligence machine, qui est la version apprentissage machine augmentée. Excellent. Et d'où il vient le mot artificiel, là, qui a été introduit dans l'intelligence de machine, qu'on peut dire, l'intelligence artificielle. D'où il vient le mot artificiel? Alors, le mot artificiel qui est utilisé dans l'intelligence artificielle, c'est un mot qu'on a emprunté de la biologie, c'est-à-dire que des réseaux de neurones en biologie. Donc, nous parlons des réseaux de neurones en informatique. Et donc, en biologie, il y a des neurones, les nerfs que nous avons dans nos corps, et notamment au niveau du cerveau, etc., qui sont bien visibles, mais sur le reste du corps également, on a des nerfs. Et ces nerfs-là, c'est des neurones biologiques. Et donc, les neurones que nous construisons, qui sont des réseaux en informatique, ne sont pas d'ordre biologique,
Et donc c'est pour ça qu'on a dit que celui-là est artificiel, c'est-à-dire non biologique. C'est dans ce sens-là qu'on a emprunté le terme artificiel, le terme artificiel qui est dans l'intelligence artificielle. Exactement. Très bien, donc d'après vous, quels sont les types ou bien les sous-domaines de l'IA où l'IA est plus prometteur aujourd'hui? Alors l'intelligence artificielle est prometteur dans pas mal de tâches, plutôt les tâches, et donc pas mal de sujets, donc plein de domaines, notamment dans la santé. La santé sort vraiment du lot, ça sert à identifier un certain nombre de choses. Donc dans le traitement d'images, l'intelligence artificielle a fait des progrès énormes dans le traitement d'images. Et à travers ça, comme corollaire de ça, c'est que dans la santé, on arrive à identifier des images, des radiologies, d'échographies, etc. Ou bien faire des prédictions. Ou faire des prédictions des maladies à partir des images, détection d'anomalies. Qu'on ne pouvait pas faire avant avec les méthodes classiques. Tout à fait. Et on entend parler de l'IA faible, l'IA forte. Quelle est la différence ou bien quelle pertinence entre ou bien distinction entre ces deux concepts, l'IA faible et l'IA fort? Alors, donc tout à l'heure, on a dit que l'IA, l'intelligence artificielle, donc permet de faire un certain nombre de choses par tâche. Donc, ce n'est pas le même type de tâches. L'IA faible serait l'IA qui fait des tâches basiques, des choses élémentaires, entre guillemets, et l'IA forte, classique. Et quand ça va monter en gamme, quand ça sera beaucoup plus compétent, donc c'est-à-dire c'est faire beaucoup de tâches à la fois et en précision, c'est de très bonne qualité comme travail, ça serait de l'IA fort. C'est dans ce cadre que aujourd'hui, avec GPT-4, la version 4, on peut parler de l'IA fort? La version 4, elle est considérée comme l'IA moyen. C'est la moyenne. On n'est pas encore dans l'IA fort. Ça n'existe pas encore le fort. C'est-à-dire qu'on monte en compétence tout doucement. On voit bien que par rapport aux premières versions, ça s'améliore. Et donc, on espère avoir l'IA forte un jour. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Et plus tard, après l'IA fort, on peut aller encore plus loin, l'IA générale, tout ça. Donc, ce sont des rêves de gamins qui commencent à être en route. Donc pour l'instant, on est faible, on veut aller vers les moyens et progressivement, on veut augmenter. Très bien, donc je vais revenir sur la thématique de l'école d'hiver qui a commencé le 23 décembre et qui va jusqu'au 28. Donc les 3 premières journées, c'était à l'INSEAS. Aujourd'hui, c'est le dernier jour et demain, on continuera à la faculté des sciences de Kénitra. Il conjugue la théorie de jeu et l'intelligence artificielle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, pourriez-vous expliquer ou bien donner une définition en quoi consiste la théorie de jeu? Oui, alors la théorie des jeux, pour le grand public, la théorie des jeux, c'est une théorie qu'ils ont découvert à travers des films, notamment le cinéma. John Nash, il y a les films sur John Nash qui porte sur la théorie des jeux et donc les gens ont entendu parler de théorie des jeux à travers le cinéma. Alors, en économie, c'est un terme aussi qui est très utilisé. Aujourd'hui, tous ceux qui font un parcours économie découvrent la théorie des jeux. Dès la première année d'université, c'est ancré. Et toute la microéconomie est basée aujourd'hui essentiellement sur ça. Et même la macro commence vraiment à toucher certaines branches des théories des jeux. Donc c'est important en économie, en finance, etc. Et c'est une théorie qui regarde les interactions, donc qui étudie les interactions, les prises de décision interactives. Et nous, on appelle ça décision stratégique. Stratégique, c'est l'interdépendance, c'est quand ça dépend des autres. Donc quand la prise de décision dépend des autres, donc c'est ça qu'on appelle prise de décision stratégique, et c'est ça la théorie des jeux. Et c'est aussi, ça porte le nom de théorie des jeux, parce que dans les jeux pratiques, dans la vie de tous les jours, eh bien, le jeu de la vie de tous les jours est aussi le même jeu de la théorie des jeux, c'est-à-dire l'interdépendance entre les parties, entre les décideurs. Mais cette théorie, en ajoutant à d'autres théories qui existent en mathématiques, qui peuvent donner des résolutions à des systèmes complexes, par exemple, quel est l'ajout, ou bien quel est le point fort de cette théorie en comparant avec les différentes théories qui existent? Est-ce que c'est comme les autres concepts ou bien il a un truc particulier?
Alors, la théorie des jeux regarde l'interdépendance, donc c'est là où elle ajoute, c'est-à-dire que beaucoup de problèmes dans le monde sont interdépendants. On ne peut pas découpler le problème de l'eau avec le problème de l'énergie, parce que tout simplement, s'il n'y a pas d'énergie, on ne pourra pas tourner nos turbines d'eau, on ne pourra pas les chauffer et on ne pourra pas transporter, etc. Donc vous voyez, le problème d'énergie est lié au problème de l'eau. Et bien la théorie des jeux étudie ce genre d'interdépendance entre les différents composants, parce que tout système qui fonctionne a probablement plusieurs composants, et ces composants sont interreliés. Et partout où il y a des problèmes de ce genre, la théorie des jeux intervient. Donc sa particularité, c'est qu'elle regarde l'interdépendance entre les différents composants. Et comme beaucoup de problèmes sont interdépendants, eh bien, la théorie des jeux trouve sa réalité dedans. Et en quoi il peut compléter, si vous voulez, tout le progrès au niveau de l'intelligence artificielle, la théorie de jeu? Très bonne question. Donc en fait, l'intelligence artificielle de l'intérieur est interdépendante parce que l'architecture même est conçue, c'est un réseau. Un réseau, ça veut dire des liens, de l'interdépendance. Et donc, la théorie des jeux intervient là-dedans pour bien construire cette architecture. Mais une fois qu'elle est conçue, il y a aussi de l'interdépendance parce que maintenant, c'est les intelligences artificielles qui interagissent entre elles. C'est dans les voitures, par exemple, les voitures autonomes. Donc, il y a des intelligences qui agissent avec d'autres intelligences. Donc, l'interdépendance entre les intelligences. Donc, on doit plutôt parler des intelligences artificielles et comment elles vont prendre des décisions lorsque l'humain délègue ses décisions à ses intelligences. Donc, c'est là la théorie des jeux intervient pour dire quels sont les meilleurs choix pour ces décideurs délégués. C'est-à-dire c'est l'humain de déléguer les décisions à ses intelligences. Ces intelligences travailleront sur ces décisions déléguées et quel est le meilleur choix à faire en tant qu'intelligence qui a des décisions déléguées. C'est là que la théorie des jeux intervient. Exactement. Donc, vous avez évoqué l'exemple de la voiture autonome, c'est ça? Et est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets où on peut illustrer cette relation entre l'intelligence artificielle et la théorie de jeu? Oui, il y a les finances. Donc, dans les finances, il y a des investisseurs et il y a des applications mobiles. Il y a aussi dans ces marchés financiers des surveillants, des gens qui regardent les opportunités sur le marché. Il y a des achats et des ventes. Donc, si l'humain doit regarder toutes les transactions qui passent pour faire les ventes, c'est assez compliqué. Donc, il y a des applications qui ont été développées qui utilisent l'intelligence artificielle pour voir les opportunités d'affaires dans les marchés. Et effectivement, là, il y a plusieurs intelligences. Et avec les méthodes classiques, comment les méthodes classiques sont incapables de relever le défi alors que la théorie de jeu peut soulever ou bien apporter des solutions miraculeuses, on peut dire comme ça? Alors, la théorie des jeux va vous dire que vous devez prendre compte de la présence des autres sur le même marché. Et ça, c'est important parce que vous voulez acheter, vous avez de l'argent, mais si vous ne tenez pas compte de la présence des autres, vous allez vous retrouver dans des situations où les autres ont déjà acheté avant vous, ou alors les autres attendent le bon moment pour acheter et vous vous faites avoir. Donc, le fait de tenir compte de l'autre, c'est vraiment le rôle de la théorie des jeux qui étudie ça, alors qu'une autre théorie regarderait, optimiserait et achèterait parce qu'ils ont les fonds. Et ils vont se retrouver, il se trouve qu'ils ont acheté au moment où c'était le plus élevé, par exemple. Et ils se retrouvent complètement, voilà, ils vont perdre le marché. Ils vont perdre le marché parce qu'ils n'ont pas tenu compte des autres paramètres qui influent un petit peu le marché. Très bien. Revenons à l'intelligence artificielle. Il est en train de transformer l'économie mondiale. Quel est l'impact ou bien sur si vous voulez, sa transformation sur le pays comme le Maroc? Quels sont les secteurs qui seront les plus impactés, si on peut dire comme ça? Oui. Très bonne question. Alors, pour le Maroc, il y a beaucoup de domaines qui sont en étude en ce moment pour identifier les secteurs les plus intéressants. Donc, il y a une stratégie nationale de l'intelligence artificielle qui est en cours d'élaboration. Il y a déjà eu des brouillons qui circulent, donc c'est pour mieux identifier là où les secteurs les plus impactants pour l'intelligence artificielle. Mais dorénavant, il y a un certain nombre de problèmes dont on sait que l'intelligence artificielle a joué un rôle, notamment le secteur de l'eau, le secteur minier, on a le secteur de la santé, l'agriculture. Donc ce sont des domaines où on sait que l'intelligence artificielle a un grand rôle à jouer. Et pour l'enseignement, par exemple, comment pourrait-il, par exemple, contribuer à réduire les inégalités d'accès à l'éducation?
Ça aussi, l'intelligence artificielle, je pense qu'elle apporte des solutions dans ce sens. Tout à fait, tout à fait. Donc dans l'éducation, on sait qu'il y a des gens qui sont dans des zones reculées qui n'ont pas accès, et de l'intelligence artificielle en langue locale ou en dialecte pourrait aider à inclure certaines personnes, y compris des adultes. Là, on parle de l'éducation au sens large, pas seulement les enfants, mais les adultes puissent utiliser l'intelligence artificielle pour avoir accès à un certain nombre d'informations, mais aussi au sens pour les gens déjà éduqués. Donc, ils auront accès à plus d'informations parce que l'intelligence artificielle aussi dans l'éducation, donc il y a des outils développés spécialement dédiés à l'éducation où les gens peuvent apprendre, peuvent suivre des programmes scolaires, universitaires et même très techniques et tout. Donc, l'intelligence artificielle va être utile lorsqu'elle sera très très bien utilisée. Il faut penser à l'utilisation, de la bonne utilisation. Très très bien développée. À votre avis, quelles sont les initiatives au niveau, ou bien infrastructures, ou bien compétences qui manquent pour le pays comme le Maroc pour profiter davantage des avancées de l'intelligence artificielle et le déployer d'une manière efficace et adaptée? Alors actuellement, il y a, disons, un certain nombre d'efforts qui sont en cours ici dans le Royaume pour bénéficier de l'intelligence artificielle. La stratégie nationale de l'intelligence artificielle, de la transition numérique, va dans ce sens. Mais il y a, disons, local, c'est-à-dire il nous faut des données de qualité locale, qu'on puisse bien avoir ces données, bien s'assurer que ce sont des données de qualité. Et ensuite, on pourra passer au développement de l'intelligence artificielle locale, qui est basée sur la culture, qui est basée sur la tradition, qui est basée sur les données locales, qui sera implémentée ici, testée, retestée, vérifiée, revérifiée par les citoyens, par les Marocaines et les Marocains. Et ensuite, on pourra voir si cette IA pourra être intégrée ou élargie, et ainsi de suite. Donc ce travail mérite d'être fait parce que ce serait de l'IA personnalisée, adaptée aux problèmes locaux ici au Maroc. Ici au Maroc. Et parlons des données de qualité. Quel est l'impact des données au niveau c'est-à-dire de l'efficacité de l'intelligence artificielle locale? Dans quel niveau, au niveau de l'architecture, si vous voulez, de l'intelligence artificielle, des modèles de l'architecture, des modèles de l'intelligence artificielle, où les données ont un impact important et central? Oui, alors l'intelligence artificielle se construit à l'heure actuelle, donc elle se construit par l'entraînement de la machine. La machine doit s'entraîner et petit à petit, c'est quand l'entraînement est bien fait que ça produit de bons résultats. Et pour s'entraîner, la machine a besoin de données. C'est là que les données interviennent. Si les données ne sont pas de bonne qualité, elle va donc s'entraîner sur des choses de mauvaise qualité. Quand elle s'entraîne sur des choses de mauvaise qualité, elle va produire des résultats qui sont mauvais. Et c'est là toute la difficulté, parce que si on entraîne sur des données d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres lois, d'autres époques ou d'autres continents, eh bien, elle va nous fournir des résultats de ces autres continents et de ces autres cultures, et pas nos résultats conformes à notre vision. À notre vision, à notre actualité. Prenons par exemple le cas où les données sont disponibles actuellement, c'est les données qui existent dans les réseaux sociaux. On voit très bien que ces données ne sont pas tous des données un petit peu de qualité. On est bien d'accord. Actuellement, le modèle qui est déployé, le GPT-4, GPT-2, GPT-3, GPT-4, il est basé sur ça. Et malgré ça, il y a quand même c'est-à-dire des avancées en termes de qualité, si vous voulez, de réponse. On voit qu'il y a une amélioration par rapport à la première version du GPT jusqu'à la 4e version, gratuite, grand public. On voit qu'il y a des améliorations. Est-ce qu'il y a des techniques qui permettent de remédier à ça ou bien si ces données-là, on va les nettoyer, on va les retravailler? Quel est le travail qui a été fait? Oui, donc on peut partir des données. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on va filtrer les données. On va censurer ce qu'on pense qu'il faut censurer.
Et ensuite, on va nettoyer, on va vérifier, revérifier. Donc, on recrute beaucoup d'ingénieurs pour travailler sur ces données. Le nettoyage des données prend énormément de temps et d'argent. C'est un travail de fourmi qui est fait. Et c'est pour ça qu'on arrive à... Voilà, il faut en gros recruter beaucoup de gens qui vont nettoyer ces données pour que ça soit utilisable pour l'entraînement. Et des fois, on a les données, mais on n'a pas forcément les moyens de recruter autant. Ou alors, on les recrute, mais pas cher. C'est-à-dire qu'on recrute, par exemple, dans certaines zones en Asie où le salaire est bas. Et il y a beaucoup de débats sur ces questions. Comment mieux payer les gens qui nettoient ces données, et notamment les données qui sont pourries sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a tout type de données sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas qu'ils sont tous pourris. Il y a des données de qualité dedans, mais c'est dispersé et c'est à nous d'aller les identifier et on recrute des ingénieurs pour qu'ils les traitent et qu'ils nettoient. Ah, très bien. Si on a des données de très bonne qualité, ça sera meilleur. Et pour développer un petit peu une IA locale, c'est-à-dire pour le cas du Maroc, de qualité, il faut bien évidemment financer des projets de recherche au niveau de ce secteur-là. Et quelles sont, à votre avis, les pistes, si vous voulez, au niveau de recherche scientifique qu'il faut développer davantage pour arriver à ce stade? Oui, c'est une excellente question. Le financement de l'intelligence artificielle locale, pour que ça puisse aller, là je parle de l'IA locale, donc pour l'IA locale, il nous faut la participation des entreprises locales. Donc les entreprises qui sont implantées ici au Maroc, qui ont des bons résultats, notamment dans le domaine minier, etc., ou tous les domaines qui sont promoteurs, où on arrive à générer des revenus, ces entreprises, il faut appeler à leur participation, parce que c'est quand on a des bénéfices qu'on peut réinvestir dans d'autres secteurs. Donc une partie de ces bénéfices doit être réinvestie dans l'IA locale, là on parle de l'IA locale, pour développer d'autres secteurs à travers l'IA, parce que l'IA permet aussi de créer de l'emploi, ça permet d'accélérer certaines productivités dans certains domaines, et donc c'est aux entreprises de participer, et bien sûr l'État, les entreprises plus l'État, pour financer le développement de l'IA locale. Ils vont financer la recherche pour le développement de l'IA locale, pour identifier et résoudre les problèmes locaux. C'est pour ça qu'on demande aux entreprises locales de participer. L'État plus les entreprises locales donc, vont participer à ce financement pour développer l'IA locale. Excellent. Et d'après vous, quels sont les champs au niveau recherche qu'il faut renforcer davantage? C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller vers fouiller ou bien c'est-à-dire améliorer l'architecture, ou bien l'architecture elle est là, elle est déjà, c'est-à-dire il y a des modèles qui sont déjà pré-entraînés, comment on va l'exploiter, qu'est-ce qu'il manque pour développer l'IA? Alors, il y a déjà les données locales qui manquent. Il faut aller chercher les données locales. Il faut qu'elles soient de qualité, notamment au niveau de l'agriculture, de l'éducation, tout. Il faut vraiment reprendre, il faut que ce soit de qualité, c'est ça. Hein? Mais deuxième chose, c'est que même l'architecture qui est conçue, elle est peut-être consommatrice en trop d'énergie. C'est-à-dire que quand je commence à implémenter de manière locale, je n'ai peut-être pas les mêmes ressources. Surtout au niveau GPU. Au niveau GPU, donc c'est très important. Les GPU, c'est les cartes graphiques. Et ça, normalement, il faut un financement de l'État pour avoir un petit peu, parce qu'une seule université ou bien une institution ne peut pas... Voilà, il faut une collaboration entre les universités, il faut une collaboration avec l'État, il faut une collaboration avec les entreprises locales qui génèrent des revenus, ensemble, comme ça, qui peuvent développer l'IA locale. Pour mettre en place une infrastructure qui permet de mettre en place cette IA locale. Très bien. Il y a la question classique qui se pose toujours au niveau de l'IA, de l'intelligence artificielle. Ils disent qu'il va il va éliminer certains métiers. Il y a des gens qui peur de leur poste, qui vont perdre leur emploi. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou bien commenter sur ce point-là? Oui, effectivement. Alors, l'IA, il y a beaucoup de spéculations là-dessus, il y a beaucoup de gens qui craignent, et c'est normal que les humains craignent pour leur emploi. Déjà, sans IA, on craint pour notre emploi.
Maintenant, quand le machinisme est arrivé, c'était pareil. On disait que oui, on n'a plus besoin de faire l'agriculture parce que les machines sont arrivées. Et vous imaginez, on continue toujours à faire l'agriculture à la main dans beaucoup de zones du monde. Pour l'IA, ce sera pareil. Donc, il y aura toujours des destructions d'emplois, quelle que soit la technologie. Et il y aura aussi des créations d'emplois par l'IA. Et ça a déjà commencé, l'IA a déjà commencé à créer de l'emploi, comme le prompt engineering. Donc, c'est des ingénieurs qui vont aiguiller, diriger l'IA. Donc, ça, c'est des créations d'emplois. Et ces gens sont super bien rémunérés. Et surtout, on est dans une école d'ingénieurs qui sont les nouveaux métiers. J'allais rebondir sur ça. Les nouveaux métiers d'ingénierie au niveau de l'IA. C'est les prompt engineering, c'est tout ce qui est développement IA, si vous voulez. Voilà. Donc, il faut créer un parcours prompt engineering l'année prochaine à l'INSIAS où les élèves peuvent s'inscrire pour avoir leur diplôme en prompt engineering parce que ce sont des secteurs très très bien rémunérés et donc ça c'est des créations d'emplois. La question c'est combien de ces emplois vont être créés par rapport à combien d'emplois seront détruits. C'est la bonne question. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage c'est quoi le prompt engineering au niveau de l'IA? Oui. C'est le développement des applications. Alors, le prompt engineering, ce sont des gens qui vont vous aider à mieux faire l'utilisation de l'IA, qui vont aiguiller l'IA. Et ils sont là pour aiguiller la machine. Parce que la machine, je pose des questions à la machine, et la machine ne comprend pas forcément ce que moi j'ai dans la tête. Et donc, il faut l'aiguiller, il faut lui poser des questions d'une certaine manière. Et la manière de les aiguiller, de les rediriger, etc., les gens qui font ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle les ingénieurs en prompt, c'est les ingénieurs en aiguillage des machines. Et donc, on fait des programmes universitaires ou des programmes d'ingénierie pour apprendre à mieux parler à la machine. Et une fois que la machine, elle apprend, elle comprend, eh bien, elle pourra mieux donner des meilleures réponses. Des meilleures réponses. Et faciliter davantage l'interaction avec l'utilisateur, c'est ça? Voilà, l'interaction avec l'homme et la machine. Et au niveau d'éthique, quels sont, à votre avis, comment l'IA peut renforcer ou bien comment éviter que l'IA ne renforce pas ou bien les inégalités sociales ou économiques au niveau de notre pays ou bien dans le monde entier en général? Alors l'IA aujourd'hui est basée sur les données et petit à petit l'IA va utiliser aussi de la connaissance lorsque c'est disponible, c'est le futur. Et l'IA qui est basée sur les données produit des discriminations, etc. côté sortie, parce que côté entrée, il y a déjà beaucoup de discriminations. C'est pour ça qu'on a parlé de la qualité des données. Donc on va commencer par filtrer les données. On va les rendre un peu plus bons en termes de qualité données d'entrée. Comme ça, en sortie, on réduit déjà les biais. On réduit, ça ne veut pas dire qu'on supprime, on n'arrive pas à supprimer complètement. Donc, du coup, il y a ces traitements qui vont évoluer. On va mettre de plus en plus de techniques dès la conception pour qu'elles réduisent les biais, pour qu'elles fassent moins de discrimination déjà. Mais pour ça, il faut que nous-mêmes nous sachions la société que nous voulons de demain. Ce n'est pas parce que l'IA discrimine aujourd'hui, l'IA discrimine aujourd'hui parce que les données discriminent. C'est pour ça que l'IA discrimine. Mais si les données ne discriminent pas, eh bien, l'IA en sortie ne discriminera pas. L'IA reproduit ce qui est dans les données. Ça veut dire que cette discrimination, il existe déjà dans les données... existe dans la société actuelle. Oui, dans la société, dans les données qu'on récolte déjà, qu'on propose à l'IA. Tout à fait. Donc on ne va pas taxer l'IA qu'il discrimine. L'IA ne discrimine pas pour l'heure. Pour l'instant, l'IA ne discrimine pas. C'est les humains qui se cachent derrière, qui sont en train de discriminer, qui sont dans les données. Ce sont les données qui discriminent. Donc si on veut résoudre ce problème, c'est très simple. On va retourner aux données. On va identifier la société de demain qu'on veut. Si on ne veut pas que telle ou telle chose apparaisse dans l'IA, c'est très simple. On retourne aux données. On n'autorisera pas ces choses-là dans les données d'entraînement. Là, on parle des données d'entraînement. Et on peut dire aussi que les concepteurs de l'IA, ils ont leur, c'est-à-dire ils ont leur, comment on peut dire ça, ils ont leur accent ou bien leur teinte, si vous voulez, sur, ou bien leur orientation sur l'IA qu'on peut le mettre au grand public.
Tout à fait. Donc la vision que vous avez, vous pouvez mettre ça dans la conception. Dès la conception, si vous voulez une IA plus libre, etc., ben, ça peut apparaître dans les résultats parce que vous avez laissé les données libres. Par contre, si vous faites de la censure des données, eh ben, dans ce cas-là, et on le voit très bien lorsqu'on pose quelques questions sur la crise, par exemple, au Moyen-Orient, des trucs comme ça. Donc on voit très bien qu'il y a une IA qui est un petit peu orientée. Tout à fait. Les réponses que l'IA affiche sur certains conflits permettent d'identifier qui est le concepteur derrière ou que ça a été conçu par telle ou telle branche, tel ou tel continent. L'IA, les réponses affichées par telle IA développée en Amérique, ce n'est pas la même réponse que l'IA développée en Asie ou dans d'autres coins du monde. Donc la vision des concepteurs apparaît dans les réponses de l'IA. Et vous avez évoqué à un moment donné l'extraction ou bien l'utilisation de l'expertise au niveau de l'IA. C'est-à-dire c'est l'avenir, si vous voulez, au niveau de l'IA pour GPT-5, peut-être GPT-6. L'IA plus avancée, plus profond, si vous voulez. Donc comment cela va être développé? Sur quelle base? Oui, donc l'IA monte en compétences, tâche par tâche, domaine par domaine, expertise par expertise. Et selon les versions, on voit que oui, il y a certains problèmes, certaines erreurs que ça faisait au début, ça fait de moins en moins. Donc ça sera capable de faire plus de tâches dans les versions à venir, etc. Et ça va continuer à monter en gamme dans les prochains mois et les prochaines années. Et ça, c'est quelque chose de normal parce qu'on fait plus d'efforts, on a plus d'experts. Et l'architecture a évolué par rapport à il y a 2 ans. Donc l'architecture aujourd'hui permet de se spécialiser et c'est ça le futur. C'est-à-dire qu'on aura des experts à l'intérieur de l'IA et au lieu de faire tourner dans les vides, ben, on va poser les questions aux experts. Les experts nous donneront des réponses beaucoup plus pertinentes et donc l'IA serait de plus en plus pertinente dans les années. Donc ça veut dire qu'on aura plusieurs IA qui collaborent entre eux. Et bien évidemment, donc les différentes réponses seront plus pertinentes parce qu'on va consulter des experts. Tout à fait. Donc les IA vont collaborer entre elles. En tout cas, les IA de la même maison mère vont collaborer entre elles. Et les domaines qui sont vraiment bien placés pour qu'on développe l'IA, c'est la santé peut-être en premier lieu. Et par la suite, quels sont les autres domaines? On voit très bien la santé qu'il est. La santé, ça intéresse tout le monde parce qu'on est tous concernés. La finance, ça intéresse tout le monde, on est tous concernés, c'est l'argent. L'économie au sens large, ça concerne. L'agriculture, ben, ça intéresse tout le monde. Et l'IA pour l'agriculture est aussi en marche. Beaucoup d'expertise, notamment des agronomes dans l'agronomie, les agriculteurs eux-mêmes qui sont sur le terrain. Donc le terrain collabore avec l'agronomie, qui collabore avec les machines, etc. Les machines qui collectent avec l'Internet des objets et tous les objets qui sont sur les champs déployés collaborent entre eux pour envoyer les données, pour que ce soit des données de qualité et surtout des terrains. C'est pas juste c'est des données de terrain qui sont sur lesquelles on travaille, qui sont de qualité et qui sont intégrées dans l'IA, qui donneront de plus en plus des réponses qui seront de plus en plus précises. Donc si je prends une photo d'un champ ici en Afrique, eh bien, je cherche à identifier, eh bien, vous allez voir que l'IA actuelle fait beaucoup d'erreurs sur cette plante parce qu'il va confondre avec les plantes qui sont en Amérique du Nord, puisque ça, ce sont les plantes qu'elle connaît. Sur lesquelles il s'est entraîné, c'est de là-bas. Voilà. Donc, dans le futur, ben, elle aura plus en plus de données locales qui viennent d'Afrique. Donc, elle va commencer à comprendre que ce n'est pas les mêmes plantes et elle va mieux identifier ces plantes. Elle va apprendre même les noms de ces plantes en langue locale et en dialecte. Elle va commencer à parler nos dialectes. Et donc, ça, c'est vraiment bien. C'est ça le futur. Et pour être dans ce monde-là, par exemple pour le cas du Maroc, on sait très bien qu'ici au Maroc, on a le grand public qui parle le dialecte arabe. Il y a aussi le dialecte amazigh. Donc je pense que c'est dès maintenant qu'on doit travailler sur, c'est-à-dire de mettre en place notre LLM, si vous voulez, de langue locale, dialecte local, pour qu'on puisse profiter de cette avancée et être aussi inclusif.
pour toute la société. Oui, oui, tout à fait. On veut que l'IA dans le futur soit de plus en plus inclusive. Aujourd'hui, si quelqu'un parle de dialecte et qu'il ne sait pas lire, qu'il ne sait pas écrire, il est exclu des plateformes actuelles. Quand vous parlez votre dialecte, l'IA ne vous comprend pas parce que l'IA n'a pas commencé à apprendre encore les dialectes ou les langues locales. Donc ces gens sont exclus du système et il y a des statistiques qui disent qu'il y en a 400 millions comme ça de personnes en Afrique qui sont exclues du système parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire, mais ils savent parler leur langue. Ils savent parler leur langue et au niveau mondial, ils sont 700 millions de personnes concernées. Et maintenant, même parmi les gens qui savent lire et écrire, les gens n'aiment pas lire. Les gens n'aiment pas écrire surtout, ils veulent juste parler. Et on voit bien dans les réseaux de messagerie comme les WhatsApp et tout, les gens parlent en audio, ils les envoient. Et donc, il faut que l'IA soit capable d'écouter ces audios, de les traiter et de traduire des langues locales en langue locale. Donc, un agriculteur peut parler dans sa langue locale, l'IA doit traduire ça dans une autre langue locale en audio et le permettre d'interagir. Donc, ça, c'est vraiment une opportunité à nous de développer. Et c'est les nationaux qui doivent faire ça, c'est-à-dire c'est local. Ce sont les locaux. C'est les locaux, oui, qui doivent faire ça. Et pour conclure, comment voyez-vous l'avenir de l'IA au Maroc dans les prochaines années? Alors l'IA locale va faire son chemin. Il y aura des applications comme GPT, version locale développée ici au Maroc, qui seront intégrées dans les GPT globales, où les gens parleront. Donc quand ils viendront, ils disent « Ok, je veux quelque chose sur le Maroc », c'est l'IA version Maroc qui répondra et non l'IA version globale. Et si on le développe, bien sûr. Si on le développe, si on partage les données. Parce que la grande question dans le monde entier, je pense, c'est les données. Personne ne veut partager ces données. Les institutions, ils gardent les données, les administrations aussi, ils ont des données, mais personne ne veut partager ça. Nous, par exemple, même dans la partie recherche scientifique, lorsqu'on demande des données, c'est top secret. On ne peut pas les avoir. Donc, comment on peut inciter ces différentes institutions à partager les données? Ça aussi, c'est la grande question. Oui, oui, tout à fait. Les données, parce que l'IA sans données, il n'y a pas d'IA. Il n'y a pas d'IA sans données, c'est vrai. Et une grande quantité de données, ce n'est pas seulement une petite donnée. Oui. Tout à fait. Donc, il nous faut beaucoup de mécanismes d'incitation pour inciter les gens à participer, à utiliser leurs données, à entraîner sur leurs données. Donc, les gens vont garder leurs données. Il ne faut pas espérer qu'ils donnent leurs données, qu'ils partagent leurs données, ça n'arrivera pas. Par contre, on peut faire des mécanismes de telle sorte qu'ils entraînent les modèles IA en gardant leurs données, tout en gardant leurs données. Donc, il faut garantir la sécurité de ces nouveaux systèmes. Comme le fédéré learning, par exemple. Voilà, comme l'apprentissage fédéré, ça permet de garder ces données et d'entraîner. Donc, ça, c'est le futur. Par contre, il faut les inciter à faire ce travail. Il faut qu'ils soient payés, il faut qu'ils soient rémunérés pour ce travail. Et ce sont des mécanismes d'incitation qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas encore fait, malheureusement. Donc, ça, c'est le travail, la partie contrat, comment bien rémunérer les gens qui travaillent pour entraîner l'IA. Il va falloir trouver les bons mécanismes adéquats pour que les gens participent et donc collaborent. Très bien. Dernière question. Si vous aviez une recommandation pour ceux qui s'intéressent à l'IA et qui souhaitent se lancer dans ce domaine, quelle serait-il la recommandation? Alors, en tant qu'Africain, eh bien, je vais m'intéresser aux problèmes de l'Afrique, c'est-à-dire aux problèmes locaux. Donc là où j'habite, je cherche à résoudre un problème, sociétal. Donc je cherche à résoudre le problème de la société. J'identifie un des problèmes important où la société est bloquée à cause de ça. Donc j'arrive à identifier ce problème et je vais essayer de voir si l'IA peut apporter là-dedans. Et si la réponse est oui, je me lancerai dans cette branche de l'IA. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand ça résout le problème des gens, c'est là que les gens commenceront vraiment à s'impliquer. Oui. Et l'impact, il est immédiat. Tout à fait. Je vous remercie, professeur Hamidou Tambine, pour d'avoir répondu à notre invitation et d'être là pour le partage de votre expérience et de votre recherche scientifique dans le domaine de l'IA, l'intelligence artificielle et de la théorie de jeu. Je vous remercie infiniment. Merci de m'avoir invité et à très bientôt.